Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité internationale sur Télé. Ce soir, nous allons aborder deux sujets d'actualité, si le temps nous le permet, bien évidemment. Nous allons commencer par ce qui se passe au Soudan en ce moment même. Une guérilla urbaine qui s'éternise, des scènes de chaos. Très concrètement, deux généraux qui s'affrontent et le Soudan qui s'enfonce jour après jour dans une crise sans précédent malgré les nombreux appels à cesser le feu. Comment en est-on arrivé là et quels sont les enjeux de cette bataille à découvert qui se déploie sous nos yeux? Et si nous avons un peu plus de temps, nous irons du côté de Tunis où on va dire le dernier leader d'opposition, en tout cas le plus représentatif, vient d'être jeté en prison. Rached Ghannouchi part en prison du fait du président Kaïd Saïed qui, là, n'a plus a réussi à faire le vide autour de lui. Et nous allons aborder ces deux sujets avec Morgana Soba-Metondi, consultant, analyse géopolitique, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Joël Attaque Guédegbi, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vais rester avec vous pour parler du Soudan, des tirs d'obus à ciel ouvert, voilà, des affrontements en tout azimut, la population qui est obligée de se terrer, et voilà, deux généraux qui ont décidé d'en découdre une bonne fois pour toutes. Certains analystes soupçonnent une guerre de tranchées également entre la CIA et le groupe Wagner, parce que les deux généraux ont le soutien de ce côté-là. Est-ce qu'on peut se dire, avant de vous donner la parole, est-ce qu'on peut se dire également que voilà, les Américains ont décidé d'en découdre frontalement et peut-être c'est le premier chapitre de ce que ça peut donner sur d'autres théâtres africains? Oui, en partie. La tentation est forte de ne pas s'affronter là où on pourrait le faire plus nettement, mais que par touches successives, notamment à la faveur du conflit qui apparaît entre ces deux généraux soudanais, américains et soviétiques Et russes. et russes. Se donnent le mot pour tester un peu leurs capacités respectives. Ce qui est désolant pour le Soudan, c'est qu'il ne cesse d'aller de coup d'État en coup d'État. Mais maintenant, pire encore, de guerre interne en guerre interne. Et on voit les désastres, on voit la boucherie incroyable que cela fait. Et quels sont les projets portés par ces deux généraux, anciens alliés contre Béchir Omar, qui les a nourris au lait de son pouvoir dictatorial? Bon, au fond, il n'y a rien de bon réellement pour le Soudan. Et il est réellement regrettable que des puissances étrangères, régionales ou complètement étrangères au continent s'invitent dans ce conflit qui en rajoute à la confusion et finalement au drame de ce pays qui est pourtant riche mais dont la population crève sous la misère. Et ce qui est encore plus cruel, c'est que ce soit une guerre urbaine qui empêche les habitants même d'avoir le minimum. Dans une guerre classique, il y a des cessez-le-feu, il y a des moments d'accalmie au moins pour permettre le ravitaillement. Et là, rien. Donc, qu'est-ce que ces deux généraux ont d'utile à proposer? Franchement, il faut siffler la fin de cette récréation, mais voilà que d'autres s'en sont mêlés. Qui sifflera la fin? Non, justement, d'autres s'y sont mêlés avec des appétits voraces. On y découvre Wagner, on y découvre les pays voisins, les États-Unis, l'Égypte, tout le monde. Bon, donc chacun veut dépecer ce gros Soudan. Voilà, décidément trop riche. Justement, en parlant d'interférences étrangères, on a pu voir, au moins ça c'est factuel, puisque pour Wagner, la CIA on peut supputer, mais pour l'Égypte par exemple c'est factuel, puisque des soldats égyptiens ont été faits prisonniers, du matériel de guerre égyptien, des MiG-29 ont été détruits. Donc, comment vous voyez l'interférence déjà de ces cadres, du seul cadre de la sous-région, l'Égypte, qui peut en imposer à on peut convoquer l'Éthiopie également. Hein, oui, même si l'Éthiopie tente de se relever à sa propre crise. Comment vous analysez cette situation? Oui, c'est une situation qui est très compréhensible quand vous regardez ce qui se passe au Soudan.
Ce qui se passe au Soudan, si vous vous fiez à la sociogenèse du Soudan, a deux fondements principaux. Il y a le clivage ethnique qui est là, et il y a aussi les ressources du Soudan et les appétits de plusieurs acteurs, aussi bien les acteurs internes directs et les acteurs externes. Et quand vous parlez de l'Égypte qui est impliquée directement, qu'on peut voir, parce qu'il y a plusieurs autres qui sont impliqués indirectement et peut-être même à un niveau beaucoup plus considérable que l'Égypte. Certes, on a vu les troupes égyptiennes, on a vu du matériel égyptien, mais d'où vient le financement qui permet à ces deux clans de continuer à pouvoir échanger des tirs et maintenir cette guerre? Ça vient de l'extérieur. Et vous avez l'Arabie Saoudite. Et quand vous parlez d'Arabie Saoudite, vous voyez les États-Unis, vous voyez bien d'autres pays de côté de l'autre camp. Vous avez la Russie, vous avez parlé de Wagner. Vous voyez, ce sont tant d'éléments, facteurs externes au pays qui contribuent à maintenir cette tendance. Mais quand vous regardez la sociogenèse un peu plus loin, vous voyez qu'on est parti d'un Soudan à deux Soudans. En quelque sorte, à un Soudan et un Soudan du Sud. Et de l'autre côté du Soudan du Sud, on pense qu'il y a une stabilité, mais on sait au fond qu'il n'y a pas de stabilité. Exactement. Et de ce côté du Soudan aussi, on se rend compte que la situation n'est pas aussi stable que cela. Et donc, il y a un problème profond. Un problème profond qui est lié à la façon dont le Soudan a souvent fonctionné, qui fait qu'on a des groupes claniques ou ethniques. Même lorsqu'on parle des deux forces qui sont en train de s'affronter sur le terrain, il y a des révélations qui montrent qu'il y a de l'ethnicité qui joue un rôle particulier. Le problème aujourd'hui fait que la seule solution qui peut permettre au Soudan de travailler pour le peuple soudanais est à deux volets. Le volet externe, il s'agit des acteurs externes qui continuent de nourrir le conflit qui est en cours, et le volet interne, il s'agit d'une entente possible entre ceux-là qui ont dit avoir accompagné le peuple dans ces manifestations pour déposer Béchir. Parce qu'on se souvient que lorsque le peuple manifestait, ils se sont révélés en héros du peuple en déposant Béchir, mais on se rend compte que leur action était plus motivée par leur propre intérêt que la bonne foi vis-à-vis du peuple. Mais est-ce que c'est réaliste d'espérer une accalmie? Parce que là, on est dans c'est malheureux à dire, on est dans une lutte de pouvoir impitoyable et implacable. Peut-être que ce sera celui qui restera debout le plus longtemps possible. Là, on est dans une situation où peut-être qu'il faudra aller au bout. Peut-être que l'un des deux camps cède pour que... Oui, je ne dirais pas mieux que vous. Pourquoi? Parce que vous avez les acteurs externes qui pourraient faire pression par rapport à la capacité d'armement de chacun des groupes, sont en train d'en découdre sur d'autres fronts de façon très directe. C'est-à-dire, aucun de ces acteurs externes n'est prêt à capituler. Maintenant, quand vous regardez les acteurs internes, qui sont les deux groupes militaires et paramilitaires, ils sont vraiment focus sur leur intérêt, et aujourd'hui, seulement une défaite sur le terrain peut permettre au Soudan une défaite de l'une des parties peut permettre au Soudan d'espérer retrouver une stabilité. Mais dire qu'on va avoir des acteurs, ce serait vraiment le Deus ex machina. L'autre question qui taraude tous les esprits, c'est le risque de déstabilisation des pays voisins. Le Tchad, en temps normal, par exemple, a environ 500 000 Soudanais de façon permanente depuis quelques années comme réfugiés. Là, du coup, une situation qui serait de nature à gonfler le nombre de réfugiés et d'abord favoriser des intrusions sur le territoire. Le Tchad qui est déjà, on va dire, qui est quelque peu de façon structurelle en convalescence. Est-ce que les risques de contagion en région, vous parliez de l'Éthiopie, on parle de l'Égypte dans une moindre mesure. Voilà, comment appréciez-vous
ce tableau qui risque d'avoir des conséquences un peu partout. C'est très mal parti. Il y a la Centrafrique aussi, d'ailleurs. Oui, c'est quand même terrible. Mais il n'y a que peut-être par le sud qu'il y aurait quelques répits, mais ainsi l'Ouganda, qui a ses propres conflits internes, s'en mêlait. Ça voudrait dire que de toutes parts, les Soudanais, qu'ils soient du nord ou du sud, seraient pris en tenaille. Parce que vous avez bien fait de souligner le facteur interethnique où ces milices janjaouides dont on avait beaucoup entendu parler, qui sont derrière... Qui ont semé la mort dans le Sud-Soudan. Pourraient revenir encore à l'assaut. Donc les capacités de nuisance sont si nombreuses que l'idée de démocratie qui avait amené les gens à manifester et à avoir pu faire partir le général Béchir, complètement renvoyé au calendrier grec. Je suis tenté d'aller dans votre sens. Peut-être qu'il n'y a qu'une victoire militaire de l'un d'entre eux, mais lequel est-il plus vertueux que l'autre, malheureusement. Donc il va falloir supputer, et être là à espérer et que l'un des deux camps soit défaillant, mais ce ne sera pas pour longtemps parce que c'est tout un arsenal, le Soudan. Vous avez évoqué le Soudan du Sud, il y a les enjeux du pétrole qui est au Soudan du Sud, de son transport par le Nord, vice-versa. Donc les raisons de conflits de plus en plus exacerbées ou d'une déflagration généralisée et durable sont malheureusement là. Et l'étendue du territoire soudanais offre même l'occasion d'expérimenter des armes plus de moyenne portée ou de longue portée. Et donc la tentation sera forte pour les puissances de venir y tester ce qu'ils n'osent utiliser sur le champ européen, pour ne parler que du conflit ukraino-russe. Et il ne faut pas oublier que l'Arabie saoudite, rien que par son financement et l'idéologie salafiste qu'elle entretient à travers divers conflits dans la région, on ne parle pas du Yémen, des deux Yémen. Et donc cette région de la mer du Nord ou bien de l'Afrique de l'Est n'aura eu que très peu de répit en termes d'espoir de démocratisation, de stabilisation, de développement. Et chacun poursuit ses objectifs, parfois pour de bonnes raisons. Et quand je pense à l'Égypte, elle a un intérêt, elle a besoin d'une profondeur stratégique pour ses besoins en eau, pour le contrôle du Nil, qu'elle n'arrive pas déjà à faire. D'ailleurs, il y a un conflit latent avec l'Éthiopie, qui a construit notre barrage qui commence à menacer la survie de l'Égypte selon leur dire. Donc de toutes parts, finalement, les menaces sont nombreuses et je ne vois pas de leadership pour l'instant capable d'indiquer la voie de la pacification. Donc malheureusement, ça va être le langage de la guerre et ça va être cette dure réalité et avec son corollaire de réfugiés, de désolation. Mais comment on peut expliquer, ça fait pratiquement plus d'une dizaine de jours que ça s'est intensifié. Mais il y a je ne dirais pas une indifférence, mais quand même il y a une relative indifférence de la communauté internationale. Les appels au cessez-le-feu sont là, évidemment, mais on sent quand même il n'y a pas d'engagement. L'indifférence ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 2 ans, ces militaires auraient dû respecter leurs engagements d'aller à la transition, à la fin de la transition et à la démocratisation. Bon, ils sont entendus comme larrons en foire pour différer cela, pour envoyer ça même au calendrier grec. Et donc on a laissé faire. Leurs soutiens ne sont pas venus du jour au lendemain. Ils entretiennent même des relations. Israël même essaye d'avoir son mot à dire là-dedans. C'est dire que, on se réveille peut-être un peu trop tard par rapport à... Oui, à la faveur de cet accord de paix qui a eu, n'est-ce pas, connaqué par les États-Unis. Voilà. Maintenant, le Tchad, qui a relativement une tradition guerrière, peut-il bloquer le front ou la latitude ouest? Et monsieur... je ne vais pas dire le fils du maréchal. Oui, c'est le fils du maréchal. C'est le fils du maréchal. Est-il aussi stratège que son père avec les Agawa qui sont proches de qu'est-ce qu'ils peuvent, eux, apporter comme contrepoids pour stabiliser ne serait-ce que
le front, enfin, la frontière. La frontière, oui, qui menace de devenir un front, mais en même temps, malheureusement, un gros problème de réfugiés, parce que la tentation est que ça fonctionne comme un ressac pour accueillir le tout venant. Ouais. Mais généralement, l'expérience prouve que c'est beaucoup de combattants, c'est des gens qui n'ont pas renoncé à leurs intentions belligérantes et autres. Et donc, il faut quand même arriver à stabiliser quelque chose et ça, franchement, bien malin qui pourrait le dire les jours qui viennent ou les semaines qui viennent devrait pouvoir nous indiquer quelque chose. Mais quand on voit ce qui se passe en Libye, toute proportion gardée entre deux chefs de guerre aussi, qui sont soutenus de part et d'autre, on sent là que les puissances étrangères ne se refusent pas le droit de laisser faire, en espérant probablement que les cartes bougent, pour pouvoir redistribuer les dividendes de la région. C'est peut-être malheureusement ce cynisme-là qui risque de faire perdurer le conflit. Alors, c'est la même question. Oui, je suis tenté de poser une autre question tout en apportant la réponse. Il s'agit de quelle communauté internationale? Parce qu'il faut préciser, quand vous voyez, lorsque la situation conflictuelle a éclaté en Ukraine, toute l'Europe s'est levée. Parce que, a priori, ça se passe sur la zone européenne et donc l'Europe a le devoir de se lever. Mais quand vous regardez ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir où est l'Union africaine, où sont passées les organisations. L'Union africaine a communiqué, a appelé au cessez-le-feu. Il ne s'agit pas de communiquer, d'appeler au cessez-le-feu. L'Union africaine n'est pas l'OTAN, n'a pas de force. Oui, mais l'Europe n'est pas l'OTAN. Mais on a vu ce que l'Europe a décidé de faire et on a vu aussi la démarche même des pays individuels de l'Europe vis-à-vis de la question de l'Ukraine. Et je pense que peut-être les pays africains ne perçoivent pas encore le caractère capital pour la sécurité de ce qui se passe actuellement au Soudan. Sinon, tous les pays africains, surtout ceux qui sont limitrophes, devraient être en train de travailler à trouver une solution pour que ça n'éclate pas. Mais la solution n'est pas censée être une solution étatique, individuelle vis-à-vis de la protection pour le débordement. Quand vous regardez le Tchad, la dynamique du Tchad, c'est comment faire pour que ça ne déborde pas et que ça ne vienne pas troubler le Tchad. Mais est-ce que, et c'est là où votre développement sur la capacité stratégique du président Déby m'intéresse, c'est comment réfléchir à ce qu'on aille éteindre le feu au Soudan, les démarches diplomatiques nécessaires, parce que dans la plupart des pays limitrophes dont on parle, on a des hommes, des militaires qui sont à la tête quand même, et donc qui pourraient avoir normalement suffisamment la main pour rappeler leurs frères militaires qui sont en train d'avoir un comportement très dangereux pour la sécurité, non seulement de la zone, mais de l'Afrique, qui n'est pas déjà très reluisante. Ils devraient pouvoir intervenir et trouver la solution. Mais on se demande qu'est-ce qui les empêche de le faire. Et là, la réponse peut nous amener à explorer les pistes de cette puissance-là, qui semble soutenir d'une part ou d'une autre les deux grandes factions, parce que peut dire le Tchad si les États-Unis sont en train de soutenir les forces au pouvoir? Et que va dire l'Égypte? Ce que peut faire l'Égypte si la Russie, si les États-Unis s'impliquent? C'est au fait la grosse question aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas temps que les pays africains et que les institutions de la communauté internationale africaine prennent beaucoup plus leurs responsabilités pour intervenir de façon convaincante et non simplement appeler au cessez-le-feu? Vous savez, appeler au cessez-le-feu, tout le monde peut le faire. Et la preuve, les Nations Unies l'ont fait aussi. Ça, c'est la capacité institutionnelle de la chose. On ne va pas demander à l'Union africaine de dire qu'elle intervient au Soudan pour mettre de l'ordre, mais on va demander à la diplomatie de l'Union africaine, la diplomatie qui ne se fait pas forcément devant les médias, de s'activer pour qu'on entende plus ou moins ce qu'on a entendu à certains endroits. Peut-être une dernière question sur ce sujet. On parlait de toujours des interférences extérieures. On peut supposer que l'Égypte a le leadership
en temps normal pour agir sur le conflit. Mais est-ce que sa capacité à jouer sur les deux tableaux, russe, américain, comme voilà, les données diverties ces dernières semaines à la CIA l'ont démontré, partenaire américain certes, un partenaire fiable des États-Unis dans la région, mais dans le même temps se préparait à apporter un appui technique aux forces russes sur le terrain. Est-ce que on va dire, c'est ça peut-être une force, cette capacité à jouer sur les deux tableaux ne les handicape pas aujourd'hui au moment de trouver une solution sur le terrain? Oui, ils sont obligés de ménager oui, déjà, ça va dépendre de leur positionnement. Et quand je parle de leur positionnement, c'est vis-à-vis de leur aptitude à jouer sur les deux, des deux côtés. Comment, s'il s'agit d'un jeu sur les deux côtés qui font de l'Égypte juste un commis, ça pose un handicap. Mais s'il s'agit d'un jeu sur les deux côtés qui font de l'Égypte un partenaire stratégique essentiel dans la zone, ça donne la force à l'Égypte puisque l'Égypte peut proposer des solutions normalement aux deux parties, que ce soit les États-Unis et la Russie. Même intervenir, elle en a la capacité. D'intervenir et qui ferait l'entente. Puisque il faut dire clairement aujourd'hui, si les deux forces protagonistes au Soudan n'ont pas l'appui extérieur, ils vont devoir trouver une solution. Parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité de ménager le conflit de façon durable sur le temps. Il faut de l'argent, il faut de l'artillerie. Et donc, si les deux puissances qui semblent être en train de nourrir ces deux protagonistes décident de couper, je pense qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Voilà, on va passer au second sujet. On va parler de Rached Ghannouchi, le leader de Ennahda, qui a atterri en prison. Donc à la date d'aujourd'hui, il n'y a plus d'opposants, en tout cas de leaders d'opposition. Certains sont en exil, le reste est en prison. C'est peut-être disons, la dernière pièce du puzzle de Kais Saied qui manquait. Jusqu'où ira-t-il? Non, ben, il montre à quel point il est démagogue et, disons, acculé. Et la question des migrants africains n'a été qu'un trompe-l'œil. Ils ont servi de bouc émissaire commode. Mais les vraies contradictions apparaissent maintenant au niveau du camp islamiste. Et on voit bien l'impasse politique que ce monsieur représente, parce que s'en prendre comme ça à Ghannouchi et compagnie, je ne sais pas ce qu'il en espère, mais est-ce qu'il croit pouvoir réaffirmer ou affirmer son pouvoir par cette espèce de terreur? Et malheureusement, la stabilité de la Tunisie est partie pour prendre un nouveau coup, quoi. Et donc, ça ne restera pas sans réplique de la société. Les leaders, même Ghannouchi, il est fatigué, mais bon, les leaders peuvent être en prison. Mais le ressentiment est là, dans la mesure où il n'apporte pas de solution au vivre au quotidien des Tunisiens. Mais si encore plus dans son propre camp, il s'en prend à ceux qui auraient pu être ses alliés, bon, ben, advienne que pourra, malheureusement, pour la Tunisie. En mettant Rached Ghannouchi en prison, on peut supposer que le président Kais Saied se mette peut-être qu'un coup d'État, les frères musulmans, partager tout le monde. Voilà, les frères musulmans à dos, le Qatar, la Turquie, même si la Turquie a d'autres problèmes à régler, se met toute une communauté ayant une force de nuisance terrible à dos. Est-ce que c'est... parce que là, plus personne ne peut juger exactement de ce qui se passe en Tunisie. Disons que le président seul décide des lois, des institutions, met en prison qui il veut. Il est comme sur un boulevard. Jusqu'où ça peut finir? Jusqu'où, c'est évident. Il est en train de préparer un cocktail qui va exploser. Un cocktail, pourquoi? Parce qu'il est en train de frustrer non seulement les Tunisiens, parce que les Tunisiens même, il y a des voix qui s'élèvent pour critiquer la façon dont le président est en train de gérer. Mais comme vous l'avez si bien dit, et je ne pourrais pas redire quoi que ce soit, il se met à dos une communauté
assez influentes, des acteurs très influents qui décident pour la plupart du temps de qui dirige. Qu'on le veuille ou non, il y a quand même des groupes assez puissants. Et ces groupes-là, il est en train de se les mettre à dos. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le temps que ça va prendre est difficile à déterminer, mais si le président ne change pas sa politique, ça va être totalement la fin pour lui d'ici là, que ce soit par coup d'État comme on le connaît, ou que ce soit par même une insurrection, hein, comme on l'a déjà vu, parce que c'est une insurrection qui lui a permis à lui de se retrouver là. Donc il n'est pas très loin de quelque chose du genre s'il continue dans cette lancée. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur ces deux sujets. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que j'avais avec moi sur ce plateau Morgana Sogba-Metondji, consultant en analyse géopolitique, expert en relations internationales, et Joël Ataï Gadegbe, expert en gouvernance. C'est ce que nous pouvions dire très rapidement sur ces deux sujets. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres développements.